Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo numéro 1 du CM d'analyse filmique 2, outils et concepts de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. C'est le deuxième semestre de l'année 2020-2021 et c'est un enseignement à distance pour cause de crise sanitaire. Donc je suis désolé de ne pas vous retrouver en live dans l'amphibé de la Sorbonne Nouvelle, qui est un lieu plutôt agréable pour faire cours, et j'espère que chez vous, vous pouvez consulter cette vidéo dans des conditions satisfaisantes. J'espère aussi que vous avez un petit peu de motivation pour reprendre ce second semestre malgré ces conditions très difficiles. Et donc, ce qu'on va essayer de faire à l'intérieur de ce cours d'analyse de film à distance, bah, c'est quand même de parler de cinéma de manière un petit peu approfondie et d'essayer de progresser un petit peu dans l'acquisition de ce que j'appellerais le regard analytique sur les films et sur lequel je vais vous donner plus de détails lors d'une prochaine vidéo, la vidéo numéro 2 la semaine prochaine, qui sera vraiment la vidéo d'introduction à l'analyse de film, hein. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut progresser dans le regard analytique qu'on porte sur les films. Et la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voudrais que ça arrive un petit peu avant l'introduction. Je pourrais l'appeler une vidéo préambule. J'avais envie de démarrer par une analyse de film que je fais finalement devant vous, que je vous livre. Alors l'analyse non pas d'un film entier évidemment, mais l'analyse de 10 minutes d'un film dont je vais vous parler dans un instant. Et donc ça va nous permettre en fait, cette analyse déjà faite d'une certaine manière, ça nous permettra de réfléchir ensuite sur ce qui la constitue en l'ayant déjà vu. Et donc je pourrais notamment moi y faire référence et vous pourrez voir ce dont on parle en revoyant ou en ayant à l'esprit cette vidéo numéro 1. Voilà donc comment on va procéder pour ce cours qui aura lieu intégralement en distanciel asynchrone, parce qu'il ne peut pas en être autrement pour un CM. Dans ces conditions, ce qui veut dire que vous pouvez consulter cette vidéo ou ces vidéos quand vous le souhaitez. Elles vous arriveront en général le vendredi et vous pouvez donc les regarder quand vous voulez. Moi, je vous conseille quand même de garder le rythme et de regarder chaque vidéo chaque semaine afin de ne pas avoir trop de choses à rattraper à la fin du semestre. Je reviendrai un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo sur la question de l'évaluation dans ces conditions. Je vous recommande de ne pas trop vous inquiéter à ce sujet. Suivez bien le cours et je pense que ça se passera bien. Voilà. Euh, J'en arrive donc au film que je vais analyser devant vous, ou plutôt à la séquence de films que je vais analyser devant vous. C'est une séquence de 10 minutes qui se trouve dans le film de Martin Scorsese, Casino, qui est un film qui date de 1996. C'est une grande fresque de 2h50 sur le Las Vegas mafieux et corrompu des années 1970. Un Las Vegas mafieux et corrompu qui nous est présenté comme une sorte de royaume autonome, guidé en quelque sorte par ses propres lois, avec ses maîtres et ses servants d'une certaine manière. Le film nous présente en fait l'apothéose, si l'on peut dire, de ce royaume avant sa chute et sa reconversion en autre chose, en une sorte de grand parc d'attractions pour adultes, alors que à cette époque-là, à l'époque dans laquelle le film a inscrit son action, on était dans un Las Vegas davantage centré sur le jeu d'argent.
et donc dans lequel évidemment les organisations criminelles font florès. À l'intérieur de cette grande fresque, sur un empire écroulé, si l'on peut dire, le film isole des destins individuels, notamment ceux de trois personnages. Ace Rostin, incarné par Robert De Niro, qui est le patron d'un des plus grands casinos de la ville, le Tangiers. Nicky Santoro, son ami, son acolyte, qui va devenir bientôt son rival, qui est un mafieux plutôt chargé des basses besognes, mais dont on va peu parler ici parce qu'il est très peu présent dans l'extrait que je vais vous présenter. On entend juste sa voix en voix off au début de l'extrait et on ne le voit pas du tout à l'écran. Et la troisième personnage, c'est un personnage qui va faire le lien entre les deux premiers, qui va passer de l'un à l'autre, c'est Ginger McKenna, incarnée par Sharon Stone, qui est une prostituée, dealeuse, arnaqueuse de haut vol, qui tient donc aussi un rang très important dans cette espèce de jungle sociale qu'est le Las Vegas de ces années-là. Donc on a à la fois une fresque collective sur la chute d'un empire et une tragédie intime qui relie trois personnages et on va se concentrer sur deux d'entre eux dans cet extrait, donc Ace Rostin joué par Robert De Niro et Ginger McKenna joué par Sharon Stone. Je ne sais plus si j'ai dit que Nicky Santoro était joué par Joe Pesci. On va dans cet extrait qui se situe à la minute 16 du film, entre la minute 16 et la minute 26, on va assister à une présentation à la fois sociale et morale des deux personnages principaux, Ace Rostin et Ginger McKenna, et on va assister aussi à une présentation globale du lieu Las Vegas et du Casino Tangiers, dont Ace Rostin est le patron et dans lequel opère Ginger McKenna. Donc, d'une certaine façon, même si cet extrait n'est pas exactement placé au début du film, on peut dire qu'il assume toutes les fonctions traditionnellement dévolues à un début de film, c'est-à-dire présenter un lieu, une époque, hein, un lieu avec son organisation, avec ses lois, et présenter également des personnages, des protagonistes dont on fait un portrait à la fois psychologique, social et moral. Donc voilà ce que je peux vous dire pour démarrer. On va regarder l'extrait in extenso pendant 10 minutes. Ça va assez vite, je vous préviens, parce que c'est un film au rythme effréné, Casino. C'est aussi la raison pour laquelle je démarre avec cet extrait et avec ce film, c'est que c'est un film qui me semble assez exemplaire pour quiconque veut s'exercer à l'analyse de films, dans la mesure où Martin Scorsese y déploie, avec son équipe, tout un ensemble de procédés de mise en scène et de montage qui sont extrêmement marqués, qui sont extrêmement voyants, qu'on ne peut pas rater, hein, et qui sont assez faciles, je dirais, à décrire, à capter, à analyser. Et en plus d'être marqués, voyants, etc., ils sont pleinement justifiés. Ils sont pleinement accordés au monde dans lequel se situe l'action, qui est un monde, Las Vegas, où tout va très vite, où tout est très spectaculaire, où tout est très exagéré, les émotions liées au jeu, la violence, des rapports sociaux, etc. Donc l'idée de faire un film assez virtuose, où on met vraiment en avant de manière très démonstrative les formes filmiques, les procédés de mise en scène et de montage, parfois ça peut donner des choses totalement ratées au cinéma. On peut parler d'une sorte de virtuosité gratuite, etc. Mais alors là, pas du tout. Au contraire, c'est un film dans lequel l'emploi de ces procédés, l'emploi à ce degré d'expressivité des formes filmiques est, comme je vous l'ai dit, pleinement justifié parce qu'il est totalement accordé au sujet dont
que le film traite, c'est-à-dire la vie dans cette espèce de grande mégalopole du jeu et du crime. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de faire de l'analyse avec ce film. Il n'empêche que ça va très vite, hein. Il y a énormément de choses à voir et de choses à comprendre en très peu de temps, et ça va à un rythme effréné. Du coup, ce que je peux vous conseiller éventuellement, mais ça c'est vous qui voyez, c'est l'extrait de 10 minutes que je vais maintenant vous passer d'un seul bloc. Éventuellement, revoyez-le une deuxième fois, voire une troisième fois, pour vous faire aussi vos propres idées, parce que la première fois, vous allez peut-être surtout suivre l'histoire, essayer de comprendre ce qui se passe, et porter un petit peu moins d'attention aux procédés de mise en scène et de montage, dont tout l'enjeu de l'analyse de film, c'est de montrer comment ils sont utilisés, comment le film fonctionne, qu'est-ce qu'ils produisent comme effet et comme signification. Donc voilà, je vous laisse voir si vous voulez le revoir une deuxième, une troisième fois. Moi en tout cas, je vous le passe une fois, et puis derrière, je reviens sur certains éléments de la séquence pour les commenter. Donc juste avant de démarrer la projection, je retire la petite vignette avec ma figure, voilà, pour ne pas qu'elle empiète sur l'écran. Et voilà, je vous souhaite une bonne projection pour ces 10 minutes de film particulièrement intéressant et virtuose. Listen, with me protecting Ace, he made a fortune for the Boston. On the 7 hour, I mean, that's what got him to Vegas. on the 7 days, He was a money machine, on the 7 month, a tremendous earner for these guys. the 7 doctors As said, soon as he took over, he doubled the fucking drop. you were born for good luck. With Ace, the casino never saw so much money. You see, And the bosses, they couldn't be I happier. got $700. Don't you mess with me, but you know everybody knows me. In Vegas, I had to keep a few juiced-in local cowboys working. They were close to the, good old boys. 600 a week to walk around. I mean, without us, these guys, they'd still be shoveling mule shit. Look, you gotta keep a cleaner station. You need Mr. Clean Page, all right? Won't happen again, Sam. Mr. Rothstein. Mr. Rothstein. Won't happen again, Mr. Rothstein. Is this guy just another dumb fucking white man or what? What's the story? You need this guy here. Can't get rid of him. He's just in. He's the county commissioner's cousin. I wouldn't give a bum a mop job. But still, I had no choice. I had to take care of them. These yokels ran the state. Very much, Senator. They passed the laws. They owned the courts. Hey, I need a room. I need a room. I had dozens of politicians and state officials coming through that place every week. Send him what I want. Certainly. Why not make them happy? I'll let you enjoy the bigger presidential. For politicians like our state senator up there, everything was on the house. These guys won their comp life when they got elected, so hey, why not take advantage of it? Still, the politicians came cheap. We could handle them. It's a whale like KK Ichikawa who plays $30,000 a hand in Baccarat. That's the one you really gotta watch. He plays fast and big, and he has the cash and the credit to turn out your lights. About a year ago, he cleaned out a couple of casinos in the Cayman Islands. Downstairs, he takes us for $2 million, and upstairs, he takes free soap, shampoo, and towels. Another billionaire cheapskate who loved his free rooms, free private jets, and $2 million of our money. But we got him back. I had our pilot tell him the plane was on the fritz. What the hell went wrong? I'm awfully sorry. Listen, I can't understand it. These mechanical things, they got no height up better here than up there, you know what I mean? Then he missed the commercial flights connecting with Japan. Sure, I can't believe that there's a connection this good. We got him back with a whole floor of rooms to himself. Sorry, Mr. Payne. I didn't do any money though. No gambling. And once he was back, he played small. He bet 1,000 a hand instead of his usual 30,000 a hand. To the bank with the dance for 8 over 5. But I knew the trick with whales like Ichikawa was that they can't bet small for long. He didn't think of it as winning 10,000. He thought of it as losing 90,000.
So he upped his bets. Until he dropped his winnings back and gave up $1 million of his own cash. In the casino, the cardinal rule is to keep them playing and keep them coming back. The longer they play, the more they lose. In the end, we get it all. God damn it! Trying to make it real compared to what sucked it to me. In Vegas, everybody's got to watch everybody else. Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager, and the eye in the sky is watching us all. Plus, we had a dozen guys up there, most of them ex-cheats, who knew every trick in the house. Trying to make it real compared to what Told you I was hot tonight. Let's go. Listen for Ginger. Come on. Listen for Ginger. Thank you. Take care, Steve. Take care. Right back. This for you, love. Thanks for your time. What's the matter? What do you mean, what's the matter? I made a lot of money for you. I want my cut. What money? I see you spending for me. What money? Look at the stack of chips. Don't give me that shit. I want I've my been cut. watching you all night. Don't give me that shit. I want my money. Please, I didn't steal anything from you. Get lost, each other. Get lost! Yes. Get lost? Yes. Well, how about this? What a move. I fell in love right there. But in Vegas, for a girl like Ginger, love costs money. what's different about me? I don't really know. I'm gonna go powder my nose. No matter how I try, I just can't make it right. Ginger's mission in life was money. Can we get that? See you, Ginger. Okay, thank you for asking. She was a queen around the casino. She brought in high rollers and helped them spread around a lot of money. Hello. Hey, Ginger, how you doing? Great. And I got something for you. You got me covered? And For you you there. do. Thank you very much. Take care of yourself. Got some lucky punch for you, Annie. All right. Who didn't want Ginger? She was one of the best known, best liked, and most respected hustlers in town. Smart hustlers like her could keep a guy awake for 2 or 3 days before sending him home broke to the little woman and his bank examiners. Any change? Oh, I had a few games on the way back.
But that was all bullshit. She just pocketed the cash. How you doing tonight? Good. How are you? Neat. Ginger had the hustler's code. Take one for you. Thank you. She knew how to take care of people. And that's what Vegas is all about. 6,800. Thanks. It's Kickback City. Good night. Thank you. You too. She took care of the dealers, Hey, man. pit bosses, floor managers, but mostly she took care of the valet parkers, the guys who could get you anything and take care of anything. Ginger took care of the parkers because they took care of the security guards who took care of the Metro cops who let her operate. That stuff tonight. No problem. Or a dollar. The valet parking job was such a moneymaker, they had to pay off the hotel manager just to get the concession. But one thing I just could never understand was that she could have everything under control except for her old pimp boyfriend, Lester Diamond. Jim, you know other people in this, they're partners. I want you to understand that I am looking out for you in this thing, okay? You're gonna get yours back. You're gonna get back first. Okay? Right. Yeah. Where you going? Where are you? You're in that place. Where are you? No, you're not. Where are you? Where are you? I'm always here for You. You. The Ginger I knew wouldn't even look at this creep. Good luck. Yeah. He was a moocher, a card sheet, a country club golf hustler, a scumbag, chasing dentists for a few bucks. Careful. I mean, the guy was always broke. He always had a story. And somehow she could never turn him down. The way Ginger saw it, I guess, was that Lester was just an unlucky guy. Somebody had to take care of him. Ok, voilà, c'est la fin de l'extrait. Comme je vous disais, si vous avez envie de le revoir un petit coup avant qu'on passe à l'analyse, n'hésitez pas, vous naviguez dans la vidéo à votre guise. Alors, le but de l'analyse de film, de façon générale, c'est avant tout de rendre justice à un extrait de film, c'est donc de bien le décrire. Et pour le décrire, on peut par exemple partir de la façon dont il est organisé. Et ici, ce qu'on peut proposer pour la description de cette séquence de casino, c'est qu'elle est organisée en fait en trois parties distinctes qui sont assez faciles à repérer au niveau narratif et thématique. Je reviens un petit peu en arrière dans l'extrait. La première partie, c'est la présentation du personnage de Ace et de son royaume, le Tangiers, le casino Tangiers. La deuxième partie, c'est le moment de la rencontre visuelle entre Ace et Ginger et du coup de foudre que ressent le premier pour la seconde. Et la troisième partie, c'est une présentation à la fois sociale, psychologique et morale, là encore, du personnage de Ginger et de sa fonction professionnelle à l'intérieur de ce grand écosystème économique qu'est Las Vegas. Alors on pourrait affiner encore plus et montrer qu'à l'intérieur de chacune de ces trois parties, il y a en fait encore trois sous-parties, mais là ça va être un peu compliqué à l'oral, il faudrait que j'ai un tableau pour vous faire un peu le schéma, mais si vous voulez partir sur cette idée-là, vous pouvez le faire par exemple en vous repérant avec vos oreilles, parce que en fait il y a dans l'ensemble de cette séquence 9 moments musicaux particuliers, on entend 8 morceaux musicaux différents et une plage de silence que je vais quand même appeler un moment musical. Et en fait, ces 9 moments musicaux, ce sont les sous-parties qu'il y a à l'intérieur des parties. Donc il y a 3 sous-parties par partie. Et on va maintenant les détailler. Bon, je vous dis ça, c'est pas pour compliquer trop les choses d'entrée, simplement si vous revoyez le film, vous pouvez être, et la séquence plutôt,
vous pouvez être sensible à cet aspect-là et vous laisser guider par vos oreilles. Il faut jamais oublier que le cinéma, c'est de l'image évidemment, mais c'est aussi du son, notamment pour un film qui fait une utilisation aussi virtuose et brillante du son et en particulier de ce qu'on appelle les musiques référencées, c'est-à-dire des morceaux musicaux préexistants, hein, qui existent déjà en tant que morceaux musicaux et que le film réemploie à l'intérieur de son montage et de son mixage. Donc ce ne sont pas des morceaux composés pour le film, mais ce sont des morceaux de musique populaire préexistants, qui d'ailleurs datent tous de la période à laquelle l'action du film se situe. Hein, ce sont des morceaux des années 60 et 70, donc vous auriez pu les entendre en quelque sorte passer en boucle dans les casinos si vous aviez visité Las Vegas à ce moment-là. Et chacun sait que quand on va à Las Vegas, en fait, on entend de la musique absolument partout, hein, dans les hôtels, dans les casinos, dans les grands magasins. C'est un univers climatisé, dédié à la consommation et intégralement baigné de musique. Donc l'accompagnement musical permanent avec des tubes de musique pop, il est dans ce film, là encore, pleinement accordé au monde qui est décrit. Voilà ce qu'on peut dire de façon un petit peu générale pour présenter l'ensemble de l'extrait. Et à présent, on va donc suivre pour cette analyse un plan un peu chronologique, mais qui ne va pas nous interdire de nous balader un petit peu dans la temporalité de l'extrait, mais on va analyser cet extrait en fait partie par partie, et donc on va commencer par la première partie, c'est-à-dire la présentation du personnage de Ace et de son royaume, le casino Tangiers. Donc dès le début, hein, ce casino nous est présenté comme une entreprise, comme un lieu dévolu à la circulation de l'argent, et on peut d'ailleurs faire assez facilement le parallèle entre le système économique de Las Vegas, qui certes est un système économique largement mafieux, mais on peut faire le parallèle avec le système économique de nos sociétés contemporaines de façon générale, le système économique légal, puisque finalement il s'agit toujours de la même chose, c'est-à-dire faire du profit aux dépens de consommateurs. Et celui qui fait cela de la façon la plus performante, telle que le film nous le présente, c'est Ace, qui est présenté par la voix off de son ami au début de l'extrait comme une money machine. Hein, il dit ça à un moment donné, c'est une machine à fric, et justement on va démarrer l'extrait avec un plan sur une machine à sous. Et ce plan va se développer ensuite en un mouvement de caméra très acrobatique à travers les tables de jeu qui va déboucher enfin sur un montage très rapide sur les jetons et les billets. Donc voilà, c'est les 30 prochaines secondes ce qui va se passer. Je vous les remontre un coup avec le son et ensuite on détaille un petit peu tout ça. Listen, when me protecting Ace, he made a fortune for the bosses. On the 7-hour route, I mean, that's what got him to Vegas. on the 70 days, He was a money machine, on the 7 month, a tremendous earner for these guys. the 7 doctors As said soon as he took over, he doubled the fucking drop. you were born for good luck. With Ace, the casino never saw so much money. You see, And the bosses, they couldn't be I happier. got $700. Voilà. Donc on a eu ce grand travelling virtuose et ce montage rapide sur les billets et les jetons. Alors ce travelling là, hein, qui est donc un plan assez long, avec une caméra de 1995, donc quand même assez volumineuse, hein, c'est pas une petite caméra numérique qu'on a aujourd'hui, donc c'est un mouvement à la grue, assez complexe, avec beaucoup de figurants, hein, beaucoup de choses à gérer, à paramétrer. Donc je vous dis ça simplement pour dire que ce n'est pas une solution facile pour le tournage. Il a fallu sans doute pas mal de temps pour mettre au point ce plan parce que son mouvement est très complexe. Et c'est aussi ce qu'on fait dans l'analyse de film, c'est qu'on essaye, on se met jamais dans la tête du réalisateur, ça c'est pas notre rôle et c'est pas important. Mais on essaye de revenir un petit peu à la source du geste créatif à partir des indices que nous donne le film. Or ici,
un indice, c'est que ce mouvement de caméra, puisqu'il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux à mettre en œuvre que des plans plus classiques, un découpage plus classique sur les tables de jeu, eh bien il doit répondre à une justification. Et cette justification, on peut proposer de dire qu'il s'agit de rendre compte du caractère à la fois planant et étourdissant de l'atmosphère qui règne dans les salles de jeu. Il y a quelque chose, voilà, un petit peu de l'ordre du vertige, du mouvement permanent dans ce qui ressemble à une sorte de parc d'attractions pour adultes. Et juste derrière, on a donc une série de plans très courts, une demi-douzaine de plans très courts, qui articulent tout ce qui constitue, on pourrait dire, la monnaie en action dans ce royaume. C'est-à-dire avant tout des jetons et des cartes, des choses qui n'ont a priori aucune valeur, mais qui, à Las Vegas, évidemment, acquièrent une certaine valeur. Et ce qui est intéressant avec ce montage, qui est très rapide, donc avec des plans très courts, c'est que ce montage introduit une transformation. La transformation de jetons et de cartes, c'est-à-dire en fait de jouets, de jouets pour adultes, en véritable argent, en véritable billet de banque et en véritable pièce de monnaie. Donc si on veut résumer ce qu'on vient de voir, entre ce travelling assez long, complexe, virtuose et étourdissant qui retranscrit l'atmosphère joyeuse des tables de jeu et ce montage très court, de plans très courts qui nous montre la transformation des jouets du lieu en véritable argent qui va dans les poches des propriétaires, eh bien on peut résumer en disant que ce que ça nous dit, c'est que Las Vegas, ou le casino, c'est une structure qui transforme les émotions des joueurs en argent pour les propriétaires. Et qui est le patron de cette structure? Juste après, on le voit, c'est Ace Rothstein, qui arrive juste après le montage de ce grand travelling et de ce montage rapide, et il est celui qui maîtrise ce processus, il est celui qui l'ordonne, il est celui qui trône au sommet de l'organigramme de cette entreprise. Et il va nous être présenté avec un mouvement de caméra tout à fait intéressant à analyser, que voici. Et je vous conseille aussi de bien écouter à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle je vous ai remis le son. And the bosses, they couldn't be I happier. got $700. Don't you mess with me, but you don't get out. Everybody knows me. Voilà, avec un fondu enchaîné entre le visage de Ace et un dé qui tombe sur le tapis, qu'on pourrait dans un premier temps analyser comme étant le fait que ce personnage-là, il représente Las Vegas, il représente l'industrie du jeu. C'est une première interprétation qui est tout à fait juste, mais on verra un petit peu par la suite qu'on peut voir une deuxième interprétation dans ce fondu enchaîné qui relie le visage de Ace avec ce dé à jouer filmé en gros plan. Mais juste avant, ce qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle un travelling circulaire. Un travelling circulaire, c'est un mouvement de caméra dans lequel donc, la caméra effectue un cercle ou une partie d'un cercle tout en pivotant pour garder l'objet autour duquel elle tourne au centre de l'image. L'impression que cela produit quand cet objet c'est un personnage, c'est que ce personnage, en tout cas l'impression que ça produit souvent, c'est que ce personnage est un personnage en pleine maîtrise de l'environnement. Le travelling circulaire donne au personnage autour duquel il tourne une sorte de dimension propriétaire, si vous voulez.
Il est en pleine maîtrise parce que lui, il est immobile et c'est le monde entier qui tourne autour de lui, un peu comme s'il était le soleil autour duquel tourne l'ensemble d'un système solaire avec les planètes, etc. Il est le point de fixation autour duquel tout dans l'arrière-plan circule. Et lui, il reste stable parce qu'il est celui qui est le garant du fonctionnement de ce système. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on peut dire ici, même si on peut trouver dans l'histoire du cinéma, bien sûr, des travelling circulaires qu'on va interpréter différemment parce que on n'a jamais un sens automatiquement associé à un procédé de mise en scène au cinéma, mais on pourrait dire des significations privilégiées associées à certains procédés de mise en scène, et le travelling circulaire a une signification privilégiée, c'est de faire du personnage autour duquel il tourne un personnage en pleine maîtrise de l'environnement dans lequel il se trouve, et on peut dire ici que Martin Scorsese a pleinement investi cette propriété du travelling circulaire. Et si on veut avoir une confirmation ou étayer encore un petit peu l'idée que ce plan est en train de nous dire que Ace Rostin, c'est le patron, c'est celui qui gère, c'est celui qui maîtrise, on peut écouter cette séquence et écouter notamment la chanson de blues de Buddy Guy, Coochie Man, et en écouter les paroles qui disent cela. And the bosses, they couldn't be I happier. got $700. Don't you mess with me, but you're gonna get out. Everybody knows me. I got $700, so don't you mess with me, everybody knows I'm here. En fait, Hoochie Coochie Man, c'est une sorte, les paroles de cette chanson, qui est un standard du blues, c'est une sorte d'ego trip sur un type qui est bourré d'oseille et qui tient à le faire savoir, et qui tient à faire savoir que puisqu'il est riche, bah, c'est vraiment lui le patron. Et d'une certaine façon, comment ne pas penser que ici le montage donc très précis de ce morceau musical sur cette image renforce encore l'idée que la mise en scène instaure Ace comme un patron particulièrement puissant, particulièrement dominant, comme va nous le montrer un autre passage de l'extrait, et pour ça je vais un tout petit peu avancer de 2 minutes à l'intérieur de l'extrait, au moment de ce qu'on pourrait appeler l'opération Ishikawa. Vous avez compris, il y a un gros flambeur, un millionnaire japonais qui a réussi à gagner 2 millions de dollars, ce qui est énorme, particulièrement à l'époque, dans le casino, en jouant, et l'idée c'est de le faire revenir pour qu'il joue à nouveau, parce que selon un pur calcul de probabilité, plus vous jouez, plus vous perdez. C'est pour ça que les casinos ont tout intérêt d'ailleurs à faire en sorte que leurs joueurs jouent le plus longtemps possible, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'horloge dans les casinos, et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui vous avez le droit de fumer dans les casinos, parce qu'il faut faire en sorte que les gens oublient le temps et passent le plus de temps possible aux tables de jeu. C'est ainsi que ces entreprises font leur profit. Et donc cette opération Ishikawa, qui consiste à rapatrier cet homme d'affaires japonais pour lui faire perdre l'argent qu'il a déjà gagné, elle va se faire avec plusieurs procédés de mise en scène et de montage, là encore, qui montrent la pleine maîtrise, la position dominante de Ace Rostin, et notamment donc le plan que nous allons voir ici dans un instant. Voilà, qui est une contre-plongée. Donc la contre-plongée, c'est quand la caméra est placée plus bas que ce qu'elle filme, son axe est tourné vers le haut, et par conséquent, ce qui est filmé acquiert une position surplombante, dominante. Voilà, un homme ressemble à une sorte de géant. On a l'impression d'être un enfant qui lève un regard intimidé vers un adulte qui le toise de haut. Là encore, bien entendu, il faut faire attention. Il y a des contre-plongées au cinéma qui ne sont pas forcément associées
au fait qu'un personnage ait une position dominante. Par exemple, dans le film d'Orson Welles, Citizen Kane, de 1941, il y a beaucoup de contre-plongées, mais il y a aussi des contre-plongées dans les moments où les personnages sont vraiment misérables et pathétiques. Donc on n'a pas, encore une fois, toujours un sens obligatoire qui est associé à un procédé de mise en scène. Mais là, encore une fois, il y a des significations privilégiées associées à certains procédés qui sont dus simplement aux caractéristiques physiques du dit procédé. Et en l'occurrence, on peut dire que, comme pour le travelling circulaire il y a un instant, en ce qui concerne la contre-plongée, eh bien, Scorsese fait la même chose, il reprend le procédé pour sa signification la plus évidente. Ace Rothstein est en position de domination. Il accueille son visiteur au seuil de son casino, donc au seuil de sa maison. Hein. Il est le maître. C'est ainsi qu'il est montré dans ce plan. Alors, voilà, ça ce sont deux choses, le travelling circulaire et la contre-plongée, qui insistent beaucoup sur le caractère de maîtrise et sur le caractère de domination du personnage d'Ace Rothstein. Il y a aussi d'autres choses dans cette partie qui nous présente ce personnage, d'autres procédés de mise en scène et de montage, qui nous montrent que ce personnage ne se satisfait encore pas d'être dans la maîtrise et dans la domination, qu'il en veut toujours plus, qu'il a un fantasme, on pourrait dire, de pouvoir absolu ou de contrôle total. Et ça nous est montré notamment par la méticulosité avec laquelle le film détaille le parcours de la vidéo, enfin plutôt de la surveillance tout court, à l'intérieur du casino. Voici une séquence assez étonnante dans laquelle, et c'est Ace lui-même qui nous l'explique en voix off, la bonne marche de l'organisation, la bonne marche de l'entreprise est assurée par le fait que le casino est un environnement de surveillance généralisée. Un environnement, on pourrait dire quasi totalitaire, où tout le monde est épié en permanence par un supérieur hiérarchique. Et voici cette courte partie qui, là encore, bénéficie d'un accompagnement musical autonome. Et on la regarde un petit coup, et puis ensuite on revient sur la manière dont elle est composée. In Vegas, everybody's got to watch everybody else. Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager, and the eye in the sky is watching us all. Voilà, donc on vient de remonter intégralement l'organigramme du casino Tangiers. On est parti, on va dire, du lumpenprolétariat qui sont les joueurs, et puis on a remonté toute la chaîne de commandement en fonction du pouvoir de plus en plus grand. Donc il y a les croupiers, les chefs de salle, les chefs de table, pardon, les chefs de salle, le manager du casino, le patron du casino, et au-dessus de tout le monde, l'œil dans le ciel. L'œil dans le ciel, c'est intéressant que ce soit décrit de cette façon. Ça désigne donc ici, vous l'avez compris, le dispositif de vidéo surveillance du casino, mais l'œil dans le ciel, c'est aussi quelque chose qui peut évoquer la mythologie chrétienne, et notamment la présence d'un dieu, hein, quelque part, c'est-à-dire d'un personnage perché dans les cieux, omniscient, qui peut voir absolument partout. Et ce personnage perché dans les cieux, omniscient, et qui peut voir quasiment partout, c'est le seul à être au-dessus du patron du casino. Donc d'une certaine manière, on voit ici qu'on est dans une organisation absolument monarchique où la seule personne au-dessus du roi, hein, c'est le dieu. Alors si on pense que j'extrapole un petit peu en faisant l'association entre l'œil dans le ciel et Dieu, ou la figure de Dieu,
On peut évidemment discuter ça, mais c'est, je crois, quelque chose qu'on peut étayer de façon assez convaincante en montrant que, en fait, tout au long de sa carrière de cinéaste, Martin Scorsese n'a pas cessé d'émailler ses films de symboles chrétiens ou de références à la Bible. Hein. Vous regardez Mean Streets, vous regardez Taxi Driver, vous regardez Silence, son film de 2011, évidemment La dernière tentation du Christ, À tombeau ouvert, etc. Ce sont des films qui ne cessent de dialoguer avec, je dirais, l'héritage culturel du christianisme. Donc c'est aussi important quand on effectue une interprétation comme ça qui peut paraître un petit peu audacieuse, de voir si on a des éléments pour l'étayer, et après bah, c'est à ceux qui écoutent l'analyse, c'est à vous de voir si vous trouvez ça convaincant ou non, hein. On n'est pas non plus toujours dans une science exacte. On peut avoir voilà, une activité connotative face au film, des associations d'idées. L'important c'est de les étayer, c'est-à-dire de montrer ce qui nous amène à formuler ces hypothèses analytiques. Donc ici, bah, c'est l'idée que le casino est un système monarchique et qu'au-dessus du roi, il ne peut y avoir que le dieu. Hein. Et c'est aussi renforcé par une observation sur l'ensemble de la filmographie de Martin Scorsese. Alors pour revenir à cette présentation de l'organigramme du casino, on peut remarquer que cette remontée hein, dans la chaîne de commandement s'effectue au moyen d'un procédé cinématographique assez peu fréquent, qui est le panoramique éclair, hein, le panoramique très rapide, donc comme ici par exemple, comme ici. C'est assez peu fréquent parce que ça donne une impression de saccade et ça ne permet pas très facilement de stabiliser l'espace filmique. Mais en l'occurrence ici, bah, ça donne l'impression tout à fait justifiée hein, qu'on glisse d'un n+1 à un n+2 à un n+3, etc. Tout en s'élevant dans la hiérarchie sociale du casino. Ce que cette séquence nous dit aussi, c'est que la surveillance, c'est le pouvoir. Hein, que pouvoir et surveillance sont étroitement associés. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie et plus vous surveillez de gens. Et ça, c'est quelque chose, bon voilà, on sort un tout petit peu du film lui-même, mais qui a beaucoup été exploré notamment dans la philosophie politique, et notamment dans un ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir, qui fait vraiment le lien entre la question de l'exercice du pouvoir et celui de l'exercice de la surveillance. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, vous pouvez faire des recherches à ce sujet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que cette séquence, elle est totalement foucaldienne à ce niveau-là, parce qu'elle fait également le lien entre le potentiel de surveillance d'un individu et l'étendue de son pouvoir. Donc voici déjà une façon pour Ace, je vous disais, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus en termes de maîtrise et en termes de domination. Donc il a vraiment installé un système de surveillance qui lui permet, puisque finalement ce que voit l'œil dans le ciel, c'est pour lui, hein. C'est lui qui regarde ces images de vidéosurveillance. C'est un système qui lui permet de tout contrôler, de voir absolument tout ce qui se passe dans son royaume. Il a une sorte d'obsession de contrôle absolu, ce qui est peut-être un point faible du personnage, comme on va le voir un petit peu plus tard. Il a aussi un fantasme d'être une sorte de fin connaisseur de l'âme humaine, dont lui seul serait apte à connaître et à exploiter les moindres faiblesses. Là, on va revenir un instant sur l'opération Ishikawa, puisque ce que nous dit le personnage au moment où il mène cette opération, c'est que les gros flambeurs, il suffit de les faire jouer, à la fin ils perdent et nous on empoche tout. Donc d'une certaine façon, en disant cela dans la voix off, Ace Rostin se présente vraiment comme quelqu'un qui peut totalement exploiter la faiblesse de l'âme de cette proie, qui est cet homme d'affaires
japonais. Il sait comment faire, il sait comment manipuler les émotions des autres. Sous-entendu, lui-même n'en a pas vraiment, il nous est présenté dans cette première partie comme quelqu'un qui est un pur, on dirait aujourd'hui, pour faire des anglicismes, un workaholic ou un control freak. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement dédié à la bonne marche de son casino, un professionnel impeccable, mais quelqu'un qui ne ressent pas lui-même les émotions, ne ressent pas lui-même les passions, ne ressent pas lui-même les élans, ne ressent pas lui-même les faiblesses de tous les autres êtres humains autour de lui. Lui, au contraire, il est là pour exploiter ces faiblesses. Et ce qui va... là, on fait une analyse un peu thématique, en fait, de l'opération Ishikawa, mais on peut remarquer qu'il y a un procédé de mise en scène, ou plutôt de montage, qui va dans ce sens-là, dans le sens de la parfaite maîtrise avec laquelle le plan de Ace pour récupérer l'argent qu'avait pris l'homme d'affaires japonais, la parfaite maîtrise avec laquelle ce plan est exécuté, bref, la façon dont ça fonctionne de façon extrêmement fluide, comme une machine parfaitement huilée. Et pour exprimer cette fluidité, ce côté naturel avec lequel le plan de Ace s'exécute exactement comme il l'avait prédit, le montage du film nous montre l'opération Ishikawa comme une succession de fondus enchaînés. C'est-à-dire que les plans ne raccordent pas cut, ce qui produit toujours quand même, malgré les solutions de raccord, une petite saute visuelle. Les plans raccordent avec la fin du plan A qui reste à l'écran pendant que le début du plan B apparaît. C'est-à-dire que en fait, ils se fondent les uns dans les autres. Les images deviennent liquides et ça donne cette impression de grande fluidité, comme si l'opération Ishikawa coulait de source. Donc je vous la remontre avec le son en vous demandant voilà, de bien être sensible à ces articulations visuelles entre les plans qui raccordent tous par des fondus enchaînés. And once he was back, he played small. He bet 1,000 a hand instead of his usual 30,000 a hand. To the bank with the dance for 8 over 5. But I knew the trick with whales like Ichikawa was that they can't bet small for long. He didn't think of it as winning 10,000, he thought of it as losing 90,000. So he upped his bets. Until Donc c'est aussi le fondu enchaîné à chaque fois l'occasion d'une petite ellipse temporelle et on va voir ici en guise de cerise sur le gâteau le dernier fondu enchaîné. C'est un fondu enchaîné sans même un changement véritable de contenu dans le plan. La seule chose qui a changé, c'est que le gros tas de jetons qui était devant Ishikawa a maintenant disparu, mais sinon les personnages sont restés dans la même position. C'est vraiment la pensée magique de Ace Rostin qui a opéré. Hein. Il a fait tout simplement disparaître presque en un clin d'œil de façon extrêmement fluide les 2 millions de dollars que l'homme d'affaires japonais avait pris au départ de cette scène. Et de façon significative, vous voyez évidemment dans le fond du plan Ace Rostin qui est toujours là, entre l'homme et la femme, et qui observe eh bien, le parfait fonctionnement sans aucun accroc du plan qu'il avait initié parce qu'il connaît l'âme humaine, parce qu'il connaît les faiblesses de l'esprit des gros flambeurs et qu'il est là pour les exploiter. Donc voilà, ce personnage en pleine maîtrise, le vrai patron, etc., en veut toujours plus, il veut aller toujours plus loin dans le contrôle, il veut aller toujours plus loin dans la manipulation de l'âme humaine, et en même temps, eh ben peut-être que cette espèce de perfectionnisme, cette maîtrise totale, dissimule des failles, dissimule une certaine fragilité. Et si on fait cette hypothèse, c'est parce que cet extrait nous donne des indices pour la faire. Il y a notamment un moment assez étonnant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est ici, je vous propose de le revoir.
politicians like our state. C'est le moment où Ace Rosin parle de la façon dont il gère les hommes politiques du Nevada, hein, c'est-à-dire des espèces de ploucs corrompus, voilà, auxquels il suffit de payer 2-3 trucs pour se les mettre dans la poche. Et on a ici un enchaînement entre deux plans qui est assez particulier, puisque nous voyons le sénateur avec la jeune femme qui l'accompagne, cette dernière se déshabille. Et ici, on a vraiment l'impression, avec le montage, que Ace Rosin est à la porte de la chambre et qu'il est en train de la regarder. Ce qu'on a en fait ici, c'est un faux raccord de regard, puisque on a cette impression pendant quelques secondes, et puis très rapidement, on se rend compte de notre erreur, entre guillemets, à nous spectateurs. Je dis erreur entre guillemets parce que c'est une erreur qui a évidemment été voulue et induite par le montage. On s'en rend compte notamment parce qu'on voit qu'il y a ici un vieux ventilateur, un vieux cendrier, un autre type. Bon, on est en fait dans un des bureaux du casino et pas du tout dans la suite luxueuse occupée par le gouverneur et par cette femme. Et puis par ailleurs, il aurait été quand même assez incongru que le patron du casino reste sur le pas de la porte au moment où la jeune femme se déshabille. Mais voilà, on a été pendant un temps trompé par ce qu'on pourrait appeler un faux raccord de regard. Il y a eu une alternance entre un objet de regard qui est cette femme qui se déshabille et un personnage en position de regarder cet objet qui est Robert De Niro dans ce plan. Or, ils ne sont pas dans le même espace, donc lui n'est pas en train de la regarder. Mais le montage nous incite à penser que c'est le cas pendant un temps. Ce qui amène à penser qu'il y a peut-être chez ce personnage déjà quelque chose de l'ordre du désir, hein, quelque chose peut-être aussi de l'ordre de... ils sont tous là en train de mener la grande vie, moi j'en profite, mais est-ce que moi je mène la grande vie finalement, hein? Donc peut-être l'envie, à la fois le désir pour un corps féminin, mais aussi l'envie de plus largement de s'éclater à son tour, de jouer, de flamber, hein, plutôt que de toujours être celui qui profite, qui travaille pendant que les autres s'amusent. Et c'est là qu'on peut revenir à ce fondu enchaîné entre le visage de Robert De Niro et ce dé qui tombe sur le tapis. Hein, là encore un fondu enchaîné qui associe les deux images et qui laisse penser peut-être qu'on est face à ici une sorte de représentation mentale, une sorte de préfiguration, l'idée que ce personnage en pleine maîtrise, en plein contrôle, professionnel impeccable, qui passe son temps à travailler pour exploiter les autres, eh bien peut-être qu'il a aussi lui envie de jouer, hein, de jeter les dés, de se mettre en danger, de flamber. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Ginger. Donc ces deux éléments, hein, ce faux raccord de regard, ce fondu enchaîné avec le dé, je suis d'accord que c'est vraiment des détails. On ne peut pas dire que c'est très facile de capter tout ça dans une première projection, etc. D'où l'intérêt évidemment de voir et de revoir. Et puis surtout se dire que ce que nous disent ce faux raccord de regard et ce fondu enchaîné avec le dé, ce n'est pas forcément tout de suite, de façon absolument certaine, que Ace Rosin a envie de flamber. C'est quelque chose qui nous permet de supposer, que ces procédés de mise en scène nous permettent de supposer. C'est des petites choses qui grippent la machine et qui viennent en quelque sorte perturber, je dirais, l'harmonie de la présentation de ce professionnel impeccable, impassible, qui nous est fait dans cette première partie de la séquence analysée. Et donc on peut dire d'une certaine façon aussi que ce qui nous intéresse ici, c'est pas forcément de faire de la psychanalyse d'un personnage en particulier, hein. Je crois qu'il faut jamais trop confondre l'analyse de film avec la psychanalyse d'un personnage. Ce qui nous importe, c'est pas un personnage n'a pas d'existence en soi, hein. C'est une fonction dans un récit, et ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que ce personnage incarne en termes d'émotions humaines, en termes d'affects psychologiques et sentimentaux qu'on peut retrouver chez beaucoup d'autres personnes, ou chez nous peut-être, dans la vie courante. Bien, il incarne le profil type du workaholic qui, à un moment donné, a envie de lâcher prise, a envie
de se mettre en danger, a envie de faire quelque chose d'un petit peu incohérent par rapport à sa morale habituelle. Et c'est pour ça que la rencontre avec Ginger, Ginger qui est quand même une prostituée, une voleuse, une dealeuse, une arnaqueuse, et qui est quelqu'un qui sème le chaos dans le casino, on va le voir dans la séquence suivante, c'est vraiment pas, a priori, je dirais, le profil qu'il faut pour quelqu'un qui veut avoir tout sous contrôle dans sa vie. Donc d'une certaine manière, on peut dire que Ace Rustin, il est attiré, il va avoir le coup de foudre pour la femme qui n'est absolument pas faite pour lui. Et en ce sens, si on dit ça, c'est pas juste pour faire la psychanalyse de ce personnage particulier, c'est pour dire qu'il incarne en fait une propension de tout sujet amoureux, qui est de trouver absolument fascinant ce qui est dangereux pour lui. Et c'est la raison pour laquelle on a parfois dans la vie soi-même ou des amis qu'on voit tomber amoureux de gens dont on voit bien que leur profil n'est pas du tout adapté à la personnalité de nos amis. Eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que ce que traite ici le film, c'est de cet affect-là, de cet affect général. Et c'est comme ça que c'est intéressant d'en parler dans l'analyse de film, pas seulement pour, je dirais, mettre sur le divan un personnage de fiction qui en lui-même n'existe pas. L'histoire, elle est adaptée d'une histoire vraie, donc il y a eu vraiment un Ace Rustin qui a vécu dans Las Vegas des années 70, mais on est ici véritablement dans l'univers du film, et ce qu'on va voir à présent, c'est comment Ace Rustin tombe amoureux de Ginger. Et ce qui est intéressant, dans la perspective qu'on a décrite, c'est que c'est par l'instrument de son pouvoir absolu sur le monde, c'est-à-dire par le système de vidéosurveillance, que Ace Rustin va voir arriver pour la première fois celle qui va perturber son univers. Je dis ça parce que je fais un peu référence à ce qui va arriver dans la suite du film, qui n'est pas forcément dans cette séquence, qu'on peut faire aussi parfois dans l'analyse. Mais très clairement, c'est peut-être un peu exagéré de dire que Ginger a causé la perte de Ace, mais en tout cas, on pourra dire que cette relation l'a bien plombé par rapport à sa position dans Las Vegas à la fin du film. Or, c'est intéressant donc de voir que cette relation, elle est proposée par le système de vidéosurveillance qui était censé être ce qui évite justement ce genre d'incident, ce qui est censé tout mettre sous contrôle. Donc voilà comment se passe la première rencontre entre Ace et Ginger, c'est-à-dire elle se passe sans que Ginger en soit consciente, puisque Ace n'a affaire qu'à son image sur l'écran de vidéosurveillance. Alors voilà comment ça se passe. Je vous repasse cette séquence dans un premier temps d'une petite minute et on la regarde bien, on l'écoute bien surtout aussi, parce qu'il s'y passe des choses intéressantes au niveau sonore, et on la détaille un peu après. Watching us all. Plus, we had a dozen guys up there, most of them ex-cheats, who knew every trick in the house. Told you I was hot tonight. Voilà, alors j'enlève le son pour revenir un tout petit peu plus en détail sur ces images. D'abord, le système de vidéosurveillance amène cette image à Ace, l'image de Ginger. Si on veut étayer cette idée-là, l'idée que c'est en quelque sorte l'œil dans le ciel qui lui envoie cette femme, on peut le faire en repérant ce mouvement de caméra.
que l'on voit ici. Le personnage secondaire sur la droite est progressivement disparaît du cadre, il est progressivement relégué hors champ, et la caméra semble littéralement amener l'image de Ginger en direction de Ace, tout en soulignant évidemment l'intensité avec laquelle il observe cette image. Donc une question de mouvement de caméra qu'on va retrouver dans le montage qui suit entre deux images. Cette image-là, une image vidéo, donc une image sale, hein, une image grésillante, une image tramée, une image de basse qualité, qui va raccorder magiquement avec une image de cinéma, une image haute définition, en couleur. Avec à nouveau, vous avez remarqué ce mouvement de caméra hein, qui se rapproche de façon très brusque de Ginger. C'est comme une sorte d'embardée qui arrive vers elle et qui exprime quelque chose, peut-être de l'élan du cœur de Ace Rostin, qui n'est pas physiquement présent à ce moment-là près de la table de jeu, puisqu'il est dans la salle de vidéosurveillance, mais c'est lui qui fait le lien entre ces deux images, l'image de la vidéo et l'image réelle de la table de jeu. C'est comme si Ace Rostin, d'une certaine manière, il était en train de monter lui-même des images dans sa tête, d'une certaine façon. Hein. Il y a les images qu'il voit réellement sur l'écran, et puis il y a les images qu'il reconstitue, qu'il imagine, et qu'il ne peut pas voir lui-même réellement. Et ça va nous être confirmé, cette espèce de montage mental qu'effectue le personnage, un tout petit peu plus tard dans l'extrait, notamment ici. Vous avez vu ce gros plan, ces deux gros plans, et ce fondu enchaîné. Là encore, on raccorde avec l'image de cinéma. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit Ginger qui est en train de, après s'être jeté au cou de cet homme, de lui voler un jeton et de le mettre dans son sac à main. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système de vidéosurveillance dans les années 70 qui peut capter ces images-là, qui peut faire des gros plans comme ça? C'est absolument impossible sur le plan technologique. C'est une image qui n'est absolument pas vraisemblable. Ça ne peut pas être une image réaliste d'un système de vidéosurveillance au moment où se déroule l'action du film. C'est un moment où le film a complètement largué les amarres avec la vraisemblance, ce qu'il est parfois conseillé de faire au cinéma, parce que c'est quand même parfois plus intéressant. C'est le moment où en fait Ace semble mélanger les images de l'écran de vidéosurveillance et les images qu'il reconstitue lui-même, parce qu'il a l'expérience des voleurs au casino et parce qu'il a un désir énorme pour Ginger. Et donc ce qui ne lui échappe pas, et la première chose qu'il voit de Ginger, c'est qu'elle vole l'homme avec lequel elle sort. Ce qui n'est pas fondamentalement, je dirais, le signe de la plus grande confiance avec laquelle on peut entrer dans une relation avec cette femme, surtout quand on est un homme installé, un patron de casino qui doit absolument tout avoir sous contrôle dans sa vie et qui doit justement faire attention à ce qu'il n'y ait pas de vol dans son casino. On peut donc étayer ici l'idée de cette espèce de masochisme du sujet amoureux qui est particulièrement fasciné, particulièrement attiré par la personne la moins indiquée a priori pour s'intégrer dans sa vie. On peut souligner aussi deux, trois petites choses, c'est-à-dire le jeu sur le son dans cette séquence qui est extrêmement intéressant. On le voit avec le son de la scène précédente, qui est un son jazz, dont les aspects criards et crescendo vont véritablement représenter dans la bande-son, en tout cas renforcer le sentiment amoureux qui est en train de naître chez Ace Rostin, en tout cas le sentiment de fascination qu'il a pour l'image de Ginger. Et juste après,
après, écoutez bien, on a un moment de silence total. Voilà, silence total pendant plusieurs secondes. Et en fait, on entend juste un petit projecteur qui tourne, mais c'est très très rare au cinéma, le silence total. Aucun son du tout, hein. Même quand les personnages ne parlent pas, etc. Et souvent, il y a les bruits de la rue, le chant des oiseaux, etc. Silence total, c'est très très rare, et ça agit, qu'on pourrait dire, comme une déflagration négative. Surtout dans un film comme Casino, qui est perpétuellement rempli de musique, de bruit, de voix, de dialogue ou de voix off, etc. Donc, qui est un film très bruyant, hein, presque pétaradant en permanence. Et là, d'un seul coup, on a le silence total. Et c'est peut-être finalement avec le silence total que peut se manifester au niveau sonore le choc émotionnel qui est en train de vivre Ace Rossin. Parce que finalement, dans un milieu où tout est en permanence musical et bruyant, c'est peut-être l'absence de musique et de bruit qui va rendre le mieux l'idée qu'il se passe quelque chose de spécial. Donc tout est relatif, je dirais, au cinéma, d'une certaine façon, et ici, ce silence est particulièrement révélateur. Juste après, on entend un son qui, là encore, au niveau de la vraisemblance, c'est un son qui n'a absolument rien à faire là. Une sorte de son d'objectif d'appareil photo que l'on déplie électroniquement, ce qui est, voilà, dans ce contexte, pas vraiment approprié. Il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de paparazzi avec des gros zooms, etc. On est juste face à un type qui regarde les images de son écran de vidéosurveillance, a priori. Alors on peut dire que ce son, c'est aussi quelque chose qui marque justement l'opération un peu magique de ce zoom mental qu'il fait sur le sac à main au moment où Ginger y introduit les jetons. Mais on peut aussi dire que ce son, ce petit bruit aigu, agit comme une sorte de sifflement, presque un sifflement d'admiration. Pour ce corps de femme envers lequel le personnage masculin donc ressent un désir ou en tout cas une admiration extrêmement importante à ce moment-là. Ce sont des idées qu'on peut amener pour tenter d'expliquer la présence de ce bruit-là, sans forcément d'ailleurs qu'une explication soit meilleure que l'autre ici. On est aussi face à quelque chose qui est de l'ordre de la liberté créatrice, et c'est un effet qui est tout à fait intéressant à souligner, même si parfois on peut même se dire que c'est difficile de l'interpréter à coup sûr. Voilà, je vous ai donné quelques hypothèses, mais peut-être que vous en avez d'autres, ou que vous avez pensé encore à d'autres choses, c'est tout à fait possible. Un film, c'est toujours quelque chose de polysémique, et ça peut accueillir différentes interprétations. Comme d'ailleurs, il peut y avoir différentes interprétations de ce que dit Ginger juste après avoir jeté les dés. Alors là, la version française ne nous aide pas beaucoup. J'ai la baraka ce soir, oui, c'est la traduction qu'a choisi la personne qui a fait les sous-titres. Mais ce qu'a dit Ginger en anglais, c'est « Told you I was hot tonight », ce qui est une phrase qui a en fait un double sens. Ce qu'elle veut dire de façon littérale, c'est ce soir j'ai la main, hein, ce soir je suis chanceuse. Et c'est donc une expression un peu argotique pour dire qu'on a de la chance au jeu, I'm hot tonight. Et évidemment, I'm hot tonight, dans un autre contexte qu'un casino, c'est une expression qui voudrait dire ce soir je suis brûlante de désir, ce soir je suis disponible, ce soir je suis sexy, etc. Bon, qui a un registre sémantique qui appartient au registre de la séduction, hein, au champ lexical de la séduction. Alors ce double sens est intéressant à signaler, même si, encore une fois, il ne fonctionne qu'en anglais, il n'y a pas vraiment moyen d'en rendre compte en français. Si on revient simplement sur l'ensemble de cette séquence dans la cabine de surveillance, hein, qui mélange
les images de la vidéosurveillance et les images réelles de la table de jeu, avec cette façon qu'a Ace d'être ici en quelque sorte un peu le personnage qui monte tout ça dans son esprit, hein, et il voit certaines images, il en imagine d'autres, il en reconstitue d'autres suite à son expérience, etc. Mais on peut dire qu'il est en quelque sorte le monteur de sa propre romance, hein. Et finalement tout sujet amoureux est un petit peu ça, hein, un monteur de sa propre romance. Tout sujet amoureux tombe amoureux d'une image, d'abord, mais également associe des images réelles qu'il voit réellement, et aussi des images qu'il se fait, des images qu'il fantasme, des images qu'il se rappelle, des images souvenirs. Bref, finalement, ce qu'on voit ici, c'est que Ace, d'une certaine manière, il est possiblement un personnage qui synthétise, on pourrait dire, quelque chose de beaucoup plus universel que lui, c'est-à-dire l'activité à la fois visuelle et mentale très intense d'un sujet amoureux face à une personne dont que ce sujet désire. Alors, c'est clair que ces deux personnages, en fait, sont très dissemblables, hein. Lui, il nous est présenté dans le film comme un homme tout à fait monolithique, hein, toujours la même expression sérieuse, toujours les mêmes costumes bien coupés, toujours en situation de travail, toujours en situation de maîtrise et de contrôle, sobre, fonctionnelle. Elle est toujours habillée de façon extravagante, elle se comporte toujours de manière exubérante, elle est la reine sur laquelle tous les regards se tournent, elle est également une figure du chaos, elle jette les jetons en l'air, elle se retrouve dans des embrouilles, bref, elle est exubérante, elle est spectaculaire, lui il est discret, il est méticuleux. C'est vraiment des caractères aussi bien au niveau physique qu'au niveau moral qui ne sont pas vraiment faits pour se rencontrer, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la séquence, où le contraste entre les deux, entre leurs attitudes, leurs mises, leurs expressions, est très très grand. Thanks for your time. What's the matter? What do you mean, what's the matter? I made a lot of money for you. I want my cut. What money? I see you stealing from me. What money? Look at the stack of chips. Don't give me that shit. I I've want been my watching cut. you all night. Don't give me that shit. I want my money. Please don't steal anything from you. Get lost, each other. Get lost! Yes. Get lost? Yes. Well, how about you? Alors vous avez entendu aussi ce bruit là au niveau de la bande son, qui est une sorte de bruit de, je sais pas, de perles ou de diamants qui semble couler, hein, qui n'a absolument rien à faire ici en termes de pur réalisme, de pure vraisemblance, et qui intervient au moment où Ginger donc jette les jetons en l'air, donc elle dilapide l'argent, hein, du casino. Ace, lui, il est là pour faire de l'argent, il est là pour que l'argent ne soit jamais gaspillé, jamais dilapidé. Elle est là pour le distribuer royalement à tous les clients. En plus, elle crée le chaos dans un univers disciplinaire. Donc vous voyez vraiment le contraste ici est très appuyé. Et puis j'ai arrêté l'image sur ce plan parce que c'est une image qui est prise en plongée perpendiculaire au sol. Ça pourrait être une image prise par la boule de vidéosurveillance qu'on a vue un petit peu auparavant, par l'œil dans le ciel. Et comment est-ce qu'on appelle ce type de plan sur les tournages quand on parle en anglais? On appelle ça un God's Eye View, c'est-à-dire une vue depuis un point de vue de Dieu, hein, le point de vue de Dieu. Et comment ne pas repenser à ça, au point de vue de Dieu, lorsque on observe en fait ce plan qui est un plan sur la cupidité des hommes, hein, qui est un plan surplombant sur finalement un observateur lointain, aérien, qui regarderait de manière un petit peu apitoyée finalement voilà, des adultes bien habillés qui n'hésitent pas à se jeter sur la moquette pour ramasser quelques jetons, tellement l'argent les attire. Donc c'est ça que crée Ginger.
Ça ne va pas du tout empêcher que Ace tombe amoureux d'elle, parce que même si la rencontre amoureuse finalement c'est une thématique universelle et qu'on retrouve chez Ace certaines choses universelles qu'on peut retrouver chez tout sujet amoureux, c'est quand même une rencontre amoureuse particulière parce que c'est une rencontre amoureuse de Las Vegas. Et voici comment on tombe amoureux à Las Vegas. Et là, le film, comme vous l'avez senti, sort l'artillerie lourde. What a move. I fell in love right there. En effet, et si on n'avait pas compris après ce déploiement impressionnant de procédés cinématographiques qu'il était tombé amoureux, ce personnage, il faudrait quand même qu'on se pose des questions. Parce qu'en effet, là, on pourrait dire que Scorsese a la main lourde, et on va étudier un petit peu en quoi. Il nous donne un arrêt sur image, une musique sirupeuse, et un effet de ralenti langoureux pendant que Ginger quitte la salle et que en fait elle et Ace échangent à ce moment-là leur premier contact visuel réciproque. Donc arrêt sur image, musique très empathique. Si ça vous intéresse, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Mickey and Sylvia et qui s'intitule Love is Strange. Donc les paroles c'est Ooh baby, my sweet baby, you are the one. Vous avez compris. Et donc arrêt sur image, musique empathique et ralenti. On est un petit peu dans le cliché. Le cliché mélodramatique des rencontres coup de foudre de la télévision ou du cinéma. Et on peut se demander pourquoi un cinéaste comme Scorsese va à ce point dans le cliché sur cette séquence. D'abord, on peut déjà constater que même si c'est cliché, ça fonctionne. C'est une séquence qui est tout à fait convaincante, mais en même temps qui nous fait un peu sourire. On a quand même un petit peu du mal à se retenir d'avoir les lèvres qui font un petit pli lorsqu'on a ce plan sur le pauvre Robert De Niro qui essaye de dissimuler ses émotions pendant que la bande musicale trahit tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais on peut aussi relier ça à Las Vegas. Je veux dire, Las Vegas, c'est la ville du divertissement permanent. C'est la ville de l'argent roi. C'est la ville du toc. C'est la ville des attractions pour adultes. C'est la ville des ascenseurs émotionnels. Comment imaginer, vous avez un mafieux d'un côté, une prostituée de l'autre, ils tombent amoureux dans cet univers-là. Comment imaginer qu'ils tombent amoureux de façon plus sophistiquée que ça? Comment imaginer que quand on tombe amoureux à Las Vegas, on ne le fait pas en suivant les codes les plus éculés des grands manèges sentimentaux de la culture populaire? Donc d'une certaine façon, il y a sans doute ici une utilisation à la fois au premier degré, parce qu'il s'agit quand même vraiment de nous faire comprendre de l'amour que ressent Ace pour Ginger, cette sensation du coup de foudre, mais il y a aussi un jeu au second degré, avec ces conventions-là qui sont tellement poussées, tellement exagérées, et plus personne n'ose faire ça quasiment aujourd'hui, que ça nous amène à avoir un petit peu la puce à l'oreille, et à se dire oui, il y a aussi quelque chose d'un petit peu distancié dans cette séquence. À la fois, nous spectateurs,
nous ressentons, je dirais, l'affect amoureux de Ace pour Ginger, mais en même temps, nous lui laissons un petit peu son émotion à ce personnage, parce que ça va trop loin, c'est trop sirupeux, hein, c'est trop mélodramatique. Donc il y a aussi quelque chose qui nous met un petit peu à distance, et je crois qu'on peut dire que c'est fait pour, même si c'est un peu risqué évidemment d'employer ce type de procédé pour Scorsese, parce qu'on peut lui faire le reproche soit de se vautrer dans les clichés, si on prend tout vraiment au premier degré, soit si on comprend que c'est du second degré, de faire quelque chose de complètement parodique, mais dans ce cas, si c'est complètement parodique, ça ridiculise les personnages et on n'a plus vraiment envie ensuite d'être en empathie avec eux. Alors, mais du coup, je pense que ce qu'a réussi quand même Scorsese sur cette séquence, c'est qu'il a réussi à trouver un juste milieu ou un équilibre en fait entre les deux, entre la façon d'exprimer quand même de façon sincère l'affect amoureux du personnage masculin, et d'autre part le fait de nous montrer que quand même il y a quelque chose d'un petit peu grotesque et ridicule dans la façon dont il tombe amoureux. Et les deux peuvent quand même fonctionner ensemble. Je crois ici que le film a trouvé cet équilibre, mais c'était risqué. Je dis quand même l'affect amoureux que ressent le personnage masculin parce que, vous l'avez compris sur l'ensemble de l'extrait, c'est une relation amoureuse unilatérale, hein. Ginger sera avec lui s'il la paye. Ce que d'ailleurs l'articulation séquentielle va tout de suite nous dire, puisque dans le raccord séquentiel entre la fin de cette séquence et le début de la séquence suivante, il y a eu une ellipse, et quand on retrouve Ace et Ginger, eh bien, le cinéma, c'est fabuleux, ça enlève tous les moments un peu gauches et un peu maladroits de l'existence, tous les moments d'attente anxieuse, etc. Sitôt un personnage en désire-t-il un autre, sitôt dit, sitôt fait, le montage, une seconde plus tard, met les deux personnages dans les bras l'un de l'autre, et nous épargne tout ce qui dans la vie peut être très pesant, comme les manœuvres maladroites de séduction, l'anxiété de savoir si l'autre va accepter ou non, etc. Tout ça est éradiqué. À peine le désir de Ace pour Ginger a-t-il été formulé que Ginger se retrouve dans ses bras. C'est la magie du cinéma, mais en même temps, quelle extrême relativisation est amenée par la voix off à ce moment-là. What a move. I fell in love right there. But in Vegas, for a girl like Ginger, love costs money. Voilà, hein. C'est-à-dire, je suis tombé amoureux de cette femme, mais à Vegas, pour une femme comme elle, pour qu'elle vous aime, il faut payer. On peut dire que c'est quand même une sacrée descente, après, je dirais, l'ivresse de l'affect amoureux. Le réel a rattrapé ici Ace Rothstein, qui fait preuve en fait d'une extraordinaire lucidité dès le départ, hein, sur ce qu'est Ginger et sur ce qu'elle peut lui donner. Mais voilà pourquoi, donc, ici, en termes d'expérience amoureuse, effectivement, on ne peut parler que de l'affect amoureux de Ace pour Ginger, d'une part parce que l'amour que porte Ace à Ginger est très peu réciproque, et d'autre part parce que de toute façon, le film nous aménage assez peu un accès à la subjectivité émotionnelle et mentale de Ginger. Dans l'ensemble de cet extrait, finalement, on sait très peu ce que elle pense, et c'est pas elle qui raconte son histoire. Et sauf à un moment, à la toute fin de l'extrait, où d'un seul coup on va voir revenir un élément de subjectivité pour Ginger. Mais sinon, Ginger reste un objet du regard et un objet du discours, alors que Ace est un sujet du regard et un sujet du discours. C'est parce que le film se concentre essentiellement sur son ressenti à lui, ce qui est aussi justifié narrativement, puisque, je vais vous spoiler un petit peu, mais le film est raconté en flashback, et Ace est le seul survivant à la fin du film. Ginger, elle est morte, donc elle n'est plus là pour raconter son histoire. Je reviens juste un instant avant de reparler de tout ça, sur l'arrêt sur image, qui est quand même un...
moment un petit peu inhabituel au cinéma, c'est assez rare. Bon, ici, on voit très bien que l'arrêt sur image charrie avec lui une signification immédiate. Hein. Notre cœur s'arrête devant cette image, tellement elle est belle. Si on était à la place d'Ace, c'est ce qu'on se dirait. Hein. C'est l'idée de marquer un peu la sidération du sujet amoureux pour l'objet de son amour. En même temps, ça renvoie aussi à toute la tradition romantique qui nous dit qu'un sujet amoureux ne tombe jamais amoureux d'une personne réelle, mais tombe toujours amoureux d'une image d'une personne. Et comment mieux marquer le fait que Ginger est avant tout une image pour Ace qu'en la transformant en image, c'est-à-dire en image fixe, en tableau. Hein, d'une certaine façon. L'arrêt sur image permet ça. Hein, il permet de donner un côté tableau, un côté photo à une image de cinéma, à la mettre hors du temps, en quelque sorte, puisque effectivement le temps ne s'écoule plus. Donc ça marque à la fois la sidération de Ace et ça marque à la fois le fait qu'il tombe amoureux avant tout d'une image et pas d'une personne réelle. Alors, je reviens après ce détail sur la transition séquentielle, et donc on arrive à la troisième partie de cette séquence, qui est la présentation de Ginger et de son rôle à l'intérieur du casino, puisque nous venons d'assister donc à la rencontre visuelle entre Ace et Ginger. Ginger qui ressemble un petit peu finalement, enfin le film ici s'inscrit aussi dans la tradition du film noir hollywoodien et présente aussi Ginger comme une sorte de femme fatale, c'est-à-dire une femme à la fois séductrice, c'est un stéréotype hein, la femme fatale, c'est une femme à la fois séductrice et en même temps dangereuse pour l'homme qui tombe amoureux d'elle et qui reste une femme qui va toujours rester l'objet des regards et l'objet de la narration, qui n'aura jamais vraiment le droit à la voix elle-même. C'est intéressant de le noter parce que le reste du film va aussi dans cette perspective-là de réactivation de ce code de l'archétype de la femme fatale, même si là encore Scorsese en fait une sorte de jeu conscient avec un code de la culture populaire et que, encore une fois, c'est aussi justifié par le fait que Ginger, à la fin de l'action, elle n'est plus là pour raconter son histoire et ce que le film en tire, en revanche, c'est une exploration assez impitoyable de la psyché masculine. Le cœur de Ginger battra pour Ace à partir du moment où il la paye et c'est ainsi que Ace place sur la poitrine de Ginger, à l'endroit de son cœur, un bijou. Autrement dit, eh bien voilà, c'est un cœur qui est un cœur qui n'est pas un cœur de chair et de sang, mais qui est un cœur qui est activé par des bijoux, par de l'argent, et on pourrait dire c'est un cœur de pierre. Et si on a envie de dire ça, on peut l'étayer avec la chanson des Rolling Stones qui passe en arrière-plan à ce moment-là et qui s'intitule Heart of Stone, cœur de pierre. Bon, en disant cela, évidemment, je ne suis pas en train de juger moralement hein, le personnage de Ginger, que la suite de la séquence va nous présenter finalement comme un personnage qui est un petit peu l'équivalent dans une autre sphère de Ace Rostin, c'est-à-dire un personnage qui maîtrise parfaitement le jeu, quoi, hein, qui est comme un poisson dans l'eau dans cet univers de Las Vegas dont elle tire un grand profit et inévitablement se servir des hommes et de l'argent qu'elle peut leur soutirer pour asseoir sa position sociale, ça fait partie du jeu que joue Ginger et qui est effectivement assez incompatible avec un affect authentique, sans doute, bien qu'elle en ait un quand même, puisque la fin de l'extrait nous le dit. Mais du coup, ce qui est intéressant quand on va avoir donc cette troisième partie sur la présentation de Ginger et sur son parcours dans l'univers du casino, c'est ce montage complètement dingue et très très beau que nous présente Scorsese ici. Donc on a encore une fois Ace et Ginger qui sont ensemble sur le canapé, ils semblent se connaître depuis peu de temps, ils sont ensemble manifestement, et voici comment Ace nous décrit en voix off, et voici comment la mise en scène nous montre un parcours de Ginger dans Las Vegas.
Ginger's mission in life was money. Can you get that? See you, Ginger. Okay, thank you for asking. She was a queen around the casino. She brought in high rollers and helped them spread around a lot of money. Hello. Hey, Ginger, how you doing? Great, and I got something for you. You got me covered? And For you you there. do. Thank you very much. Take care of yourself. Got some lucky pills for you, Annie. Who didn't want Ginger? She was one of the best known, best liked, and most respected hustlers in town. Smart hustlers like her could keep a guy awake for 2 or 3 days before sending him home broke to the little woman and his bank examiners. Any change? Oh, I had a few games on the way back. But that was all bullshit. She just pocketed the cash. Voilà, c'est là que s'arrête Heart of Stone des Rolling Stones, et puis on va passer sur Love is the Drug de Roxy Music. Mais avant ça, donc revenons sur ce montage très étonnant. Regardez ici, il y a quelque chose de très très beau et de très audacieux qui est effectué au niveau du montage. On voit Ginger qui s'éloigne, elle est dans une chambre d'hôtel avec un client, elle s'éloigne vers la droite du cadre, et un plan plus loin, elle semble continuer la même marche, mais habillée différemment, pour rejoindre Ace sur le canapé du restaurant, comme si, en fait, il l'a récupérée littéralement au sortir du lit d'un de ses clients. Alors évidemment, il y a eu une ellipse, on n'est pas du tout dans la même configuration d'espace-temps, mais il y a ici ce qu'on pourrait appeler un faux raccord de mouvement, où à la fin du plan A, le personnage est dans un mouvement qui semble se prolonger au début du plan B, ce qui donne l'impression que les deux mouvements sont liés, que les deux mouvements sont dans la continuité l'un de l'autre. C'est effectivement très précisément fait au niveau du montage, et c'est très audacieux dans ce que ça exprime. Par ailleurs, qu'est-ce que nous montre finalement ce montage de quelques plans suite au moment où Robert De Niro, Ace Rustin et Ginger sont ensemble sur le canapé de ce restaurant chic? Eh bien, ça nous montre un parcours de Ginger dans Las Vegas qui correspond à 2 stations, une où elle récupère une drogue, l'autre où elle la donne à son client, probablement, enfin peut-être un stimulant sexuel ou du speed, quelque chose en vue de faire l'amour, et ensuite elle revient donc vers Ace. Alors évidemment, au moment où elle a quitté Ace pour aller se repoudrer le nez, comme elle dit, elle n'a pas fait tout ça. C'est en quelque sorte Ace qui profite de son absence pour nous décrire à nous spectateurs la façon dont Ginger se comporte de manière générale dans Las Vegas, c'est-à-dire elle fait du deal et elle est une prostituée. Mais ça donne un peu cette impression-là, ça donne un peu l'impression que dès qu'il ne l'a plus sous les yeux, dès qu'elle part, en fait, elle passe complètement en dehors de son contrôle, et elle est en train de faire son propre business, et elle est en train de coucher avec d'autres hommes. Ce que le personnage sait aussi par ailleurs, donc c'est pas quelque chose dont il s'indigne spécialement, mais c'est en tout cas la façon dont il nous la présente. On a ici un sujet amoureux passionné, en la personne d'Ace Rustin, mais un sujet amoureux qui ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la nature de l'objet de son amour. Ce parcours de Ginger est en 2 temps, on a vu là le premier, et on va en voir un deuxième temps qui nous montre comment Ginger, finalement, comme Ace, mais à un autre niveau, elle est également un grand agent de la fabrication de l'argent et de la circulation de l'argent dans la grande machine qu'est Las Vegas, puisque ce que nous montre cette nouvelle séquence, c'est la façon dont Ginger fait circuler l'argent à l'intérieur de Bakshishville, comme le dit Ace, c'est-à-dire la ville corrompue dans laquelle tout le monde graisse la patte de tout le monde. Any change? Oh, I
I had a few games on the way back. But that was all bullshit. She just pocketed the cash. How you doing tonight? Good. How are you? Me. Ginger had the hustler's code. Take one for you. Thank you. She knew how to take care of people. And that's what Vegas is all about. 6800. Thanks. It's Kickback City. Good night. Thank you. You too. She took care of the dealers, Hey, Mitch. pit bosses, floor managers, but mostly she took care of the valet parkers, the guys who could get you anything and take care of anything. Ginger took care of the parkers because they took care of the security guards who took care of the Metro cops who let her operate. That stuff tonight. No problem. Or a dollar. The valet parking job was such a moneymaker, they had to pay off the hotel manager just to get the goods. Et ce deuxième parcours de Ginger, en fait, il ne se termine pas dans la suite luxueuse ou le restaurant luxueux dans lequel l'invite Ace Rostin, où tout le monde est bien habillé, où l'ambiance est très cosy. Ça se termine dans un petit jour blafard, dans un espèce de bungalow minable avec du papier peint pourri, avec un type en caleçon qui l'attend et qui est Lester. Lester Diamond, incarné par James Woods, qui est l'homme que Ginger aime. Et donc, tout le parcours de lumière de Ginger, qui est un parcours qui s'effectue toujours avec des toilettes magnifiques, sous des lumières éclatantes, etc., eh bien, arrive là, c'est-à-dire tout l'argent qu'elle amasse en étant un petit peu ce rouage parfait de la grande société Las Vegas. Tout cet argent, il atterrit dans cette espèce d'intérieur minable. Il est donné à ce petit escroc pour lequel le personnage d'Ace, qui commente en voix off, n'a que mépris. Mais c'est le moment où le film va s'accorder un petit peu à la subjectivité de Ginger. C'est le moment où le film va montrer que, quelle que soit l'opinion que Ace a de Ginger et a de Lester, d'une certaine manière, eh bien, l'affect que ressent Ginger pour Lester, c'est quelque chose d'infracturable et c'est quelque chose de sincère et authentique chez elle. Et d'une certaine manière, c'est le moment où le film montre que Ace ne parviendra pas à plier Ginger à sa volonté, il ne parviendra pas à la faire changer. Il ne parviendra pas à asseoir son pouvoir sur elle jusqu'au point où elle l'aime lui plutôt que Lester, quelles que soient les raisons logiques qui auraient pu l'amener à changer de cavalier, si l'on veut. Qu'il le veuille ou non, il faut qu'il admette que le roi pour Ginger, ce n'est pas lui, Ace, mais c'est Lester, qu'elle le voit avec les yeux de l'amour et que quelle que soit la médiocrité de ses entreprises, Lester, pour lui, c'est le héros. C'est à lui qu'elle dit « sois prudent ». Juste après que Ace Rostin ait dit « il va juste chasser des dentistes pour leur soutirer $3 ». Toute la différence de point de vue sur Lester entre Ace et Ginger est exprimée par ce choc entre la voix off de Ace, qui est très méprisante, et la voix off de Ginger qui montre que Lester, elle le prend au sérieux. Good night. He was a moocher, a card cheat, a country club golf hustler, a scumbag, chasing dentists for a few bucks. Careful. I mean, the guy was open. Vous avez vu, chasing dentist for a few bucks, et elle dit careful, parce que elle pense que ce qu'il fait, c'est grand. Et le dernier plan, ici, alors même qu'il est accompagné par la voix off toujours aussi méprisante de Ace pour le personnage de Lester, le dernier plan est un plan, le seul plan finalement, qui est véritablement accordé au regard de Ginger. C'est vraiment son point de vue sur Lester. Pour elle, c'est un héros en écran large, c'est un héros de cinéma. Et vous avez vu comment la caméra, en arrivant près des rideaux et en écartant en quelque sorte l'écran symbolisé par la fenêtre, soutient cette dynamique sentimentale de Ginger,
qu'elle épouse quasiment pour la première fois dans l'extrait. Mais que ce soit avec Lester ici, ou que ce soit avec Ace Rostin là, un homme et une femme à Las Vegas ne sont jamais seuls dans une relation. Il y a toujours une troisième entité qui s'immisce entre les personnages. Et cette troisième entité, vous allez la voir très clairement exposée ici par un procédé de mise en scène. Ginger's mission in life. Ok, 1, 2, 3. Toutes les relations sont des relations à trois. Il y a l'homme, la femme et l'argent. Donc une romance de Las Vegas, ce n'est pas seulement une romance clinquante et mélodramatique et éventuellement un peu vulgaire. Une romance de Las Vegas, c'est aussi une romance informée par l'argent, informée par des rapports d'intérêt économiques. Et Casino, finalement, est un film qui pose aussi cette question, qui va au-delà de ce que vivent les personnages, et qu'on peut poser dans l'analyse de film quand on monte un petit peu en généralité. Casino est un film qui, en prenant parti sur un endroit très particulier qui est le Las Vegas mafieux des années 70, pose la question de la possibilité des rapports amoureux, ou de la nature des rapports amoureux dans un monde qui est dominé par l'argent. Parce que finalement, quelles que soient leurs différences respectives, Ace et Ginger sont tous les deux des money machines. Ce sont tous les deux des agents de Las Vegas. Ils ont chacun leur place, et leur place, elle consiste à faire de l'argent, à faire circuler l'argent. Lui, il est le roi dans son domaine, elle est la reine dans le sien. Mais dans les deux cas, ils ne sont que des rouages dans cette espèce de grande machine économique qui dépasse tout le monde, finalement, et qui broie les existences et qui broie la possibilité même, peut-être, de vivre des affects sincères entre êtres humains. Et c'est pourquoi, finalement, le film ici peut aussi résonner de façon troublante avec le monde dans lequel nous vivons, monde capitaliste, néolibéral, dont le Las Vegas mafieux des années 70 est peut-être en quelque sorte une représentation symbolique, évidemment exagérée, mais où finalement les mêmes mécanismes se retrouvent, le profit avant tout, et les gens qui valent essentiellement ce qu'ils rapportent. Et si on veut continuer un petit peu sur cette voie-là, on peut aussi dire que ce que cette séquence nous décrit, c'est un monde dans lequel les hommes politiques sont des bouffons impuissants et dans lequel le vrai pouvoir, il est au financier. C'est bien ce que dit Ace au début du film. Le gouverneur du Nevada, il s'en fiche, c'est un plouc, il lui donne quelques jetons et il l'a dans la poche. Mais un financier comme Ishikawa, là c'est très dangereux, ça peut couler un casino. Alors toute ressemblance avec le monde d'aujourd'hui est peut-être pas totalement fortuite, et d'ailleurs on peut se dire que d'une certaine façon, même quand un cinéaste réalise un film historique, c'est toujours en un sens pour parler d'enjeux du présent. Donc ici, voilà, c'est vraiment une exacerbation du système capitaliste dans lequel nous vivons tous encore aujourd'hui. Ce que décrit le film, c'est un système politico-économique, et ce qu'il décrit, c'est aussi la nature des relations humaines à l'intérieur de ce système. Il le fait avec une richesse en termes d'expressivité, en termes de mise en scène et de montage qui est très très forte, une très grande lisibilité aussi dans des procédés de mise en scène et de montage qui sont très marqués, ce qui en fait un cas vraiment très intéressant pour démarrer sur l'analyse de film. Évidemment, si vous vous dites « Ouh là là, mais j'ai pas du tout vu tout ça la première fois que j'ai vu la séquence, comment faire, ça me panique, ça m'inquiète, ou au contraire, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu de la masturbation intellectuelle ?» À chacun d'en juger. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que le but de l'analyse de film, c'est pas de faire dire au film ce qu'il ne dit pas
Ce n'est pas d'inventer des choses. Le but de l'analyse de film, c'est d'interpréter le film, c'est-à-dire de le faire passer dans un autre langage. Le film est un film, il nous arrive, c'est une succession d'images et de sons. Nous le recevons intuitivement, nous comprenons des choses intuitivement. Donc si vous n'avez pas formulé tout ce que j'ai dit dans l'analyse, si vous n'avez pas formulé consciemment la première fois où vous avez vu cette séquence, c'est tout à fait normal. C'est évidemment en la revisionnant, cette séquence, de nombreuses fois, qu'on arrive à dire tout ça. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que quand on dit tout ça, est-ce que lorsque je vous ai dit tout ce que je vous ai dit sur cette séquence, lorsque j'ai fait ces interprétations successives de tous ces mouvements de caméra, de tous ces effets de montage, de tous ces procédés de mise en scène, est-ce que c'est convaincant? Est-ce que ça enrichit véritablement la vision du film? Est-ce qu'on se dit oui, c'est bien ça? Ou est-ce qu'on se dit non, ce n'est pas ça, et est-ce qu'on a envie de discuter? C'est la seule question en fait qu'il faut poser. Est-ce que ça marche avec le film? Est-ce que ça rend justice au film ou non? Et vous pourrez aussi remarquer que finalement, il y a une part d'interprétation, bien sûr, toujours à certains moments, et parfois même une interprétation un peu audacieuse ou un petit peu risquée, ça peut arriver. Mais l'essentiel de l'analyse, au fond, c'est de la description. C'est prendre le temps de se poser devant le film et de vraiment décrire ce qu'il nous montre, ce qu'il nous fait entendre, comment il fonctionne. Et en fait, dès qu'on commence à verbaliser ça, tout devient clair et tout devient facile. Et c'est ça, en fait, l'analyse de film. C'est réussir à donner du film une traduction verbale, à expliquer l'expérience que le film nous fait vivre dans le langage verbal de tous les jours, c'est-à-dire dans un langage que n'a pas employé le cinéaste, mais que nous employons pour communiquer avec profondeur, on l'espère en tout cas, sur ce qu'est le cinéma, ce que peut exprimer le cinéma. Et c'est pour ça que c'est important de faire de l'analyse de film, c'est parce que finalement, acquérir cette compétence-là, c'est très utile quand on veut travailler sur le cinéma ou avec le cinéma, notamment quand on veut en faire sa vie professionnelle future. Donc il ne faut pas hésiter à revoir les films, les revisions sont toujours extrêmement enrichissantes. La première fois qu'on voit un film, on est surtout happé par l'histoire, on ressent les choses intuitivement, mais on a beaucoup de mal à les verbaliser, et plus on revoit et plus on détaille, et plus on arrive facilement à verbaliser, en partant vraiment de l'idée qu'on décrit avant tout, et que l'interprétation arrive à la fin comme une cerise sur le gâteau, mais qu'en fait une bonne description, c'est déjà 50 à 70% du travail de l'analyse qui est fait. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suivante, qui sera un cours d'introduction un petit peu plus en bonne et due forme sur ce que c'est que l'analyse de film en général, et je pourrais faire quelques références à cette analyse de Casino. Voyez le film aussi en entier si il vous intéresse. J'espère que oui, c'est vraiment un très beau film et sans doute un des meilleurs de son auteur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.